Nouvelle-Calédonie. Et c'est l'heure du magazine Transparence, animé par Elisabeth Noir. Il est midi passé de 2 minutes. Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invitée ce midi, c'est Sonia Backès, la présidente des Républicains calédoniens. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à exactement 44 jours du 4 novembre, un peu plus d'un mois. On a l'impression que la campagne référendaire n'a toujours pas commencé. Est-ce que c'est votre sentiment et comment vous l'expliquez ? Alors si, la campagne référendaire a bel et bien commencé, puisque je crois que les différents partis, les différents partisans du oui ou du non sont sur le terrain régulièrement pour aller faire campagne. Mais en fait, on a tous souhaité que cette campagne se fasse le plus calmement possible pour éviter les dérapages. Et donc, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément d'agitation comme on peut en voir dans les campagnes électorales habituelles, parce que on fait tous très attention à ce qu'il n'y ait pas d'attaque personnelle. Et donc, on défend un projet, on défend le non, bien évidemment. Les indépendantistes défendent le oui, mais on le fait sur le terrain en essayant d'aller convaincre les abstentionnistes ou les partisans du camp opposé. Vous pensez qu'il va y avoir une montée en pression dans les derniers jours ou que ce climat calme, serein va continuer jusqu'au bout ? Alors forcément, ça monte un peu en pression. On le voit d'ailleurs en ce moment dans certaines parties de la Nouvelle-Calédonie. Mais on essaye tous, en tout cas, de faire que ça reste calme le plus longtemps possible. Il va y avoir forcément un peu plus d'activité à l'approche des derniers jours du référendum, parce qu'il y aura plus de médiatisation. Mais on essaye tous que les choses se passent bien pour éviter les dérapages. Alors on a tous parlé d'une échéance cruciale, d'un rendez-vous essentiel. C'est quoi pour vous les enjeux de ce scrutin du 4 novembre ? Alors même si cette campagne est effectivement pas très visible au niveau médiatique, les enjeux sont majeurs. Les enjeux, c'est tout simplement l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, l'avenir de nos enfants, et de savoir si nos enfants pourront vivre heureux ou pas. Parce que tout simplement, je veux dire, si les Calédoniens majoritairement décidaient de voter oui, la Calédonie se retrouverait dans une situation où elle serait soumise au risque d'avoir des puissances qui viendraient en Nouvelle-Calédonie et qu'on n'arriverait pas à contrôler. On se retrouverait avec 150 milliards de francs en moins et donc un certain nombre de dispositifs d'aide qui seraient supprimés. On se retrouverait dans une situation, c'est Laurent Wauquiez qui a utilisé le terme de catastrophe. Je crois qu'effectivement... Cataclysme, il est allé jusqu'à cataclysme. Effectivement, ce serait effectivement une catastrophe. Donc l'enjeu est majeur, l'enjeu il est extrêmement important. C'est pour ça que je crois que malgré les sondages qui donnent le non largement victorieux, il faut que les Calédoniens soient mobilisés et aillent largement voter le 4 novembre pour le non. Ils peuvent être des mobilisateurs, ces sondages, à votre avis ? Il y a un risque ? Oui, quand on dit aux gens, c'est bon, il y a 70% qui va voter non, c'est un week-end de 4 jours, il y en a qui peuvent se dire, je vais peut-être aller à la pêche plutôt que d'aller voter. Non, je crois que, vous savez, tant qu'un vote n'a pas eu lieu, tant qu'une élection n'a pas eu lieu, les sondages, ils peuvent dire n'importe quoi. On a vu l'élection, on a vu le Brexit, on a vu l'élection de Donald Trump, qui n'était pas forcément donné gagnant au départ. Et il faut vraiment se mobiliser parce que c'est bien le vote le jour J qui va faire le résultat. Sur le scrutin lui-même, on en a parlé, les procurations avec un dispositif particulier, le bureau de vote délocalisé dans les îles, des commissions de contrôle partout sur le terrain. Toutes les dispositions pratiques vous semblent bonnes, vous semblent prises pour que le scrutin soit vraiment incontestable aujourd'hui ? Oui, là vraiment, il faut reconnaître que l'État a fait tout ce qu'il fallait pour que ce scrutin ne soit pas contesté le lendemain. On est quand même dans une situation où le corps électoral est accepté par tous. Quasiment. C'est quand même exceptionnel. On pensait pas ça il y a quelques mois. Le système de procuration a été durci pour éviter les fraudes. On a des représentants de l'ONU, des représentants de magistrats de la France qui vont être là. Enfin, on a un système qui fait que personne ne pourra contester les résultats en considérant qu'ils correspondent pas à la réalité. L'État, est-ce qu'il doit communiquer ? Ça a été une question qui a été abordée lors d'une réunion en format comité des signataires. Depuis, on n'a plus trop de nouvelles. Il a une obligation légale de communiquer. Sous quelle forme est-ce qu'il doit le faire, à votre avis ? Et est-ce que vous avez quelques craintes sur la manière dont il le fera ? Alors on avait des craintes parce qu'effectivement c'est sensible la communication de l'État selon la manière dont il propose les choses pour le lendemain du 4 novembre. Ça peut orienter le vote d'un certain nombre de Calédoniens. Donc on était effectivement assez vigilants. On a eu une réunion et c'est vrai qu'il faut là aussi reconnaître à l'État le fait qu'il a associé les forces politiques à la rédaction de ce que sera sa communication. Donc on a eu un travail sur cette communication de l'État qui finalement simplement rappelle
ce que signifie le oui, ce que signifie le non, quelles seront les conséquences directes juridiques des différentes options. Et donc, il n'y a plus de prise de parti, il n'y a pas de prise de parti pour l'une ou l'autre des options de la part de l'État. Et on est dans une communication qui est globalement neutre, donc plutôt rassurante. Et on va attendre que ce soit publié. Vous parliez de la liste électorale spéciale, effectivement, on en a énormément parlé toutes ces dernières années. Elle compte 174 154 électeurs. Il y a eu une polémique ces derniers jours, puisque selon l'État, il y a 80 120 personnes inscrites sur cette liste spéciale qui sont de statut coutumier, ce qui représente 46% du corps électoral. Et le FLNKS, puis en additionnant les Kanaks de statut coutumier, plus un chiffre approximatif de Kanaks de droit commun, arrive à une proportion de 59 à 63% des personnes inscrites sur la liste spéciale qui sont des Kanaks. On sait que les Républicains calédoniens se sont agacés de ce chiffre. Pourquoi ça vous paraît un chiffre qui ne tient pas la route? Non, en fait, on ne s'est pas agacé. En fait, ils se sont tout simplement trompés. D'abord parce que le chiffre de 80 120 personnes de statut coutumier, ce ne sont pas les personnes qui sont de statut coutumier, mais c'est les personnes qui ont été ou qui sont, donc qui ont été un jour ou qui sont de statut coutumier, ce qui regroupe quand même un nombre plus important de personnes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, malheureusement, le FLNKS s'est basé pour donner ce chiffre de 59 à 63% d'un chiffre inexact, en fait, d'un universitaire qui s'est trompé en comptant les personnes qui n'étaient pas majeures. Donc, en fait, il reconnaît depuis d'ailleurs. Qui reconnaît depuis son erreur. Donc, tout simplement, c'est une erreur de la part du FLNKS qui a compté des gens de moins de 18 ans dans le corps électoral. Et comme on le sait, il faut avoir 18 ans pour pouvoir voter. Donc, on est bien à un maximum de 46% de Kanaks qui vont voter le 4 novembre. C'était pas innocent tout de même de lancer le chiffre quand ils l'ont fait. Il y avait une intention derrière, non? Oui, c'est un petit peu de la provocation. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer de mobiliser leur électorat qui, quand même, aujourd'hui se pose clairement la question. On a de plus en plus, et nous on le voit tous les soirs en réunion, on a quand même de plus en plus de Kanaks qui se posent la question de savoir s'ils vont voter oui ou s'ils vont voter non le 4 novembre, et en particulier quand ils voient bien les conséquences sur leur quotidien que pourrait avoir une éventuelle indépendance. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de gens qui nous disent on est indépendantiste, on vote indépendantiste aux élections locales, mais le 4 novembre prochain, on va voter non parce que pour l'avenir de nos enfants, c'est mieux. Et c'est vrai que les indépendantistes voient bien voient bien qu'il y a des gens qui forcément, soit vont voter non, soit vont pas aller voter. Et donc, en essayant de donner un chiffre extrêmement haut, ça pourrait donner lieu à certains qui seraient tentés de ne pas aller voter pour répondre à la consigne du Parti travailliste, d'y aller quand même, parce qu'il y aurait peut-être une chance de gagner, ce qui, clairement, est faux compte tenu des éléments que j'ai donnés. Alors, on le disait, une campagne relativement calme. Il y a eu un fait de campagne tout de même la semaine dernière, c'est la visite de Laurent Wauquiez, le président des Républicains. Quel est le message essentiel que vous retenez, vous, de son déplacement ? Alors d'abord, c'est quand même le seul président de parti national à être venu faire cette campagne pour le non en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, faire campagne tout simplement. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir la droite française qui a toujours été très claire sur le maintien de la Nouvelle-Calédonie en République. Et c'est vrai qu'on est à un moment majeur de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, même de l'histoire de la France, où il est question que la France se sépare d'un bout de son territoire. Et je trouve que c'est extrêmement important et extrêmement positif qu'on ait un président de parti national et d'autant plus d'un parti majeur, les Républicains, qui viennent en Nouvelle-Calédonie pour faire cette campagne. Quand il dit qu'il y aura un avant et un après 4 novembre, politiquement, comment est-ce que vous l'interprétez et est-ce que c'est également le message que vous portez, vous ? Oui, bien sûr. Ça fait 30 ans qu'on attend ce référendum. Ça fait 30 ans qu'on attend de savoir quelle est la proportion de Calédoniens qui souhaitent rester dans la France. Et bien évidemment, l'avant 4 novembre, où finalement on peut tout croire. On voit bien d'ailleurs avec les chiffres du FLNKS qui fait semblant de croire que le oui peut encore l'emporter. Il y aura évidemment un avant et un après. Si, et on le souhaite, vous le savez, il y a un non massif le 4 novembre prochain à la question de savoir si on doit être indépendant ou pas. Les discussions et le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie ne seront pas les mêmes que si on avait, d'abord si on avait une réponse oui, mais ensuite si on avait une réponse non avec une faible différence. Donc bien évidemment, la situation sera complètement différente. Et nous, on souhaite, vous le savez, que l'après 4 novembre soit marqué par une recherche de stabilité institutionnelle. Ça fait 30 ans qu'on vit dans l'instabilité avec les accords de Matignon d'abord, l'accord de Nouméa ensuite. Et on souhaite que on arrive à trouver un statut qui fasse qu'on sorte de cette incertitude pour enfin pouvoir s'intéresser aux problématiques, à tout un tas de problématiques du quotidien des Calédoniens qu'on n'a pas traitées jusqu'à présent. Et quand le FLNKS se rassure en quelque sorte en disant de toute façon, après le premier référendum, il y aura un deuxième, un troisième, et quel que soit le résultat, on préparera le deuxième et le troisième, c'est de la posture ou vous pensez... Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de revenir sur cette affirmation de leur part ?
Vous savez, je crois que si effectivement le 4 novembre, le résultat pour le non est de l'ordre de ce qui est annoncé, entre 65 et 70% pour le non, je me demande sincèrement quel est l'intérêt pour les indépendantistes d'y retourner avec le même corps électoral 2 ans après. Quel est leur intérêt à faire ça? Alors peut-être qu'ils vont vouloir épuiser leurs 3 chances, excusez-moi du terme, mais quel est l'intérêt? Alors que nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse soumettre aux Calédoniens, dans les 2 ans qui suivront le référendum, quelque chose de nouveau, un statut qui stabilise, qui permette aux indépendantistes de ne pas perdre définitivement l'espoir, mais qui permettent de sortir de cette incertitude permanente. Alors effectivement, ils disent aujourd'hui, il n'est pas question qu'on abandonne nos 2 chances suivantes. Mais leurs 2 chances suivantes, s'il y a un résultat de 65 à 70% pour le non, c'est pas des vraies chances. C'est juste pour dire qu'on n'essaye pas de travailler tout de suite. Mais quel est l'intérêt? Franchement, quel est l'intérêt d'attendre 2022, alors que vous savez très bien que l'accord de Nouméa dit, après, si le non l'emporte, 3 fois, les partenaires se retrouvent pour discuter de la situation ainsi créée. Nous, on considère qu'il ne faut pas attendre 2022 pour discuter de la situation ainsi créée et que si effectivement le non l'emporte massivement, il faut qu'on apporte aux Calédoniens rapidement, le plus rapidement possible, de la stabilité. C'est important aussi pour des raisons économiques. Vous voyez la situation économique dans laquelle on est aujourd'hui. Si on y est encore pour 4 ans, la Calédonie ne va pas s'en relever. Tout cela, on en parlera donc après le 4 novembre. En attendant, Laurent Wauquiez est aussi venu mettre de l'ordre un peu dans sa famille politique. C'est le président des Républicains. Les Républicains calédoniens, vous n'êtes pas affiliés aux Républicains nationaux. Vous avez été associé à cette visite tout de même, alors pourquoi ? Alors on a la chance dans l'organe exécutif des Républicains calédoniens d'avoir des gens d'origine politique nationale diverses. On a des gens qui ont leur carte à La République En Marche, et on a des gens qui ont leur carte aux Républicains. Et donc cet ensemble fait que finalement on a une diversité qui enrichit notre position. Donc c'est le point commun que vous avez avec Calédonie Ensemble. Sans doute, c'est peut-être le seul. Mais en tout cas, on a accueilli avec grand plaisir Laurent Wauquiez, qui nous a accordé, et c'est vrai que c'était très intéressant pour les gens des Républicains calédoniens qui sont adhérents aux Républicains. Nous avons organisé pour lui un débat avec des jeunes Calédoniens, et je crois que ça l'a marqué, parce que on avait des jeunes d'un peu partout qui sont venus et qui lui ont parlé des problématiques de la Nouvelle-Calédonie, et surtout qui lui ont fait part de leur attachement à la République française, alors que certains n'ont jamais mis les pieds en métropole. Et ça, je crois que c'était un moment important. Donc, effectivement, il est venu rencontrer ceux qui, en Nouvelle-Calédonie, se sentent proches des Républicains au niveau national. Et lui, ça lui a pas semblé incohérent qu'un parti comme le vôtre puisse avoir à la fois des Républicains et des adhérents de la République En Marche. Qu'est-ce qu'il en pense ? Si c'est le cas, il nous en a pas parlé. Je crois qu'il a respecté la liberté de chacun, et nous n'avons pas demandé l'affiliation à un parti national. Donc, je ne crois pas que notre démarche soit contradictoire avec le fait que chacun, finalement, puisse avoir des affiliations nationales différentes. Il a dit toutefois que le camp loyaliste devait être unique, il fallait se retrouver ensemble. Mon travail en tant que chef, c'est de faire que tout le monde se mette ensemble. Ce n'est pas moi qui imposerai une décision à 18 000 km, mais en revanche, je leur ai clairement dit que les habitants de Nouvelle-Calédonie attendent qu'ils soient capables de se rassembler. Comment est-ce que vous traduisez ce message, et quelles peuvent en être les suites ? Alors d'abord, je crois qu'il y a un élément qui est très marquant de ces déclarations, c'est que clairement, il ne compte pas dans le camp loyaliste Calédonie Ensemble. Il n'a pas du tout, contrairement à des ambiguïtés qui avaient pu avoir lieu par les Républicains les années précédentes, et notamment c'est vrai que les Républicains avaient donné l'investiture à Philippe Gomès pour les élections législatives. Ça crée quand même une certaine ambiguïté. Là, Laurent Wauquiez n'a pas été ambigu. Il a considéré que il y avait d'un côté Calédonie Ensemble, qui a une politique nationaliste sur le plan institutionnel, qui a une politique économique de gauche, ne faisait pas partie de ceux qui le considèrent comme loyalistes. Donc ça, c'était quand même un élément important. Ça, il ne l'a pas dit publiquement. Il ne l'a pas dit publiquement, mais enfin, quand il parle de sa famille politique, il met clairement pas Calédonie Ensemble dans le même sac, excusez-moi du terme. Donc, il a souhaité effectivement qu'on puisse se parler, mais vous savez, on n'a pas besoin de la visite d'un responsable politique national pour se parler, notamment avec le Rassemblement et avec le MPC. On est notamment sur les questions économiques, les questions sociétales, les questions qui passent au Congrès, globalement en phase, et on arrive à se mettre d'accord. Alors malheureusement, on est 13 sur 54, puisque, vous le savez, il y a au Congrès une majorité nationalo-indépendantiste, puisque le Calédonie Ensemble vote tous les textes avec l'UC et le PALICA. Donc, mais globalement, et en général, le Rassemblement et les Républicains calédoniens sont en phase sur les textes à voter et sur ce qui concerne l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Alors c'est l'éternelle question, vous êtes en phase sur à peu près tout. Qu'est-ce qui bloque ? C'est encore des questions de
de personnes, de préséances, d'histoires personnelles. Pourquoi est-ce que vous n'y arriverez pas à faire ce grand rassemblement ? Vous savez, il y a 2 mois encore, le Rassemblement et le MPC faisaient partie de ce qu'on a appelé la plateforme, qui avait été construite avec Calédonie Ensemble. Donc c'est tout récent, le fait qu'on puisse se retrouver sur des positions communes, et sur les questions économiques et sur les questions d'avenir. Donc je crois qu'il faut simplement laisser le temps à ce qu'on puisse discuter, parce que je crois que vous savez, le danger aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie, c'est que le pouvoir en place reste après 2019. Ça, c'est un vrai sujet, parce que les Calédoniens le voient, hein. Depuis 4 ans que Calédonie Ensemble est au pouvoir, on a une situation qui est catastrophique au niveau économique, qui est catastrophique au niveau de la sécurité. Ils ont mis quand même la Nouvelle-Calédonie dans une situation qui est extrêmement mauvaise. Donc l'urgence et l'importance, c'est que en mai 2019, on soit en capacité de mettre en minorité ceux qui ont dirigé la Calédonie depuis 4 ans. Et on fera le nécessaire pour ça. C'est l'un des reproches qui vous est fait. Vous lancez déjà la campagne provinciale. En fait, au travers de la campagne référendaire, il y a déjà des messages qui concernent mai 2019 plus que le 4 novembre. Vous savez, il ne faut pas mentir aux Calédoniens. On est dans une situation où le 4 novembre, on va avoir à s'exprimer pour ou contre le maintien dans la République. Et quelques mois après, on va avoir à s'exprimer pour savoir quel projet de société on écrit sur cette nouvelle page d'après accord de Nouméa. Donc bien évidemment, les choses sont complètement liées. On ne peut pas dire qu'on fait abstraction de ce qui va se passer 6 mois après le référendum. Clairement, l'enjeu du référendum, c'est oui ou non à la France. Et quelques mois après, dans quelle Nouvelle-Calédonie on veut vivre ? Est-ce qu'on veut vivre dans la Nouvelle-Calédonie dans laquelle on est aujourd'hui, où on a un parti politique qui a tous les pouvoirs, où on a des taxes qui sont votées chaque mois, une taxe différente, où on a un pouvoir d'achat qui a jamais été aussi mauvais pour les Calédoniens, où on va avoir dans les quelques semaines des suppressions d'emplois qui sont liées aux contraintes économiques qui sont mises sur les opérateurs, où on fait le choix d'une centrale électrique aux énergies fossiles, alors que plus nulle part dans le monde on fait le choix de faire abstraction des énergies renouvelables. Est-ce que les Calédoniens vont faire ce choix-là 6 mois après le référendum ? Est-ce qu'ils vont choisir de garder ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ou est-ce qu'ils vont choisir de changer ? Alors justement, la prochaine entrée en vigueur de la TGC, c'est très bientôt, hein, c'est le 1er octobre. Vous, globalement, vous êtes partisan de cette taxe, mais vous n'êtes pas d'accord sur la manière dont ça se met en œuvre. Nous, on est partisans de supprimer le système qui existait de cumul de taxes à l'entrée, qui datait d'un autre temps et qui est absolument pas pertinent pour la croissance de la Nouvelle-Calédonie. Donc évidemment, on était favorable à la mise en place d'une TVA. Sauf que ce qui a été mis en place, c'était ni fait ni à faire. On a 5 taux différents, ça existe nulle part dans le monde. Enfin, c'est d'une complexité affolante. Et là, en plus, maintenant, on a des responsables politiques qui mentent aux Calédoniens. Tous les jours, et il y en a eu une sur vos ondes il y a quelques minutes, on nous annonce des baisses de 10 à 15% des prix pour les Calédoniens. Moi, la j'ai eu ce TGC matin. ne va pas faire baisser les prix. Non mais alors, il va y avoir quelques baisses parce qu'ils ont tellement contraint un certain nombre de prix qu'il va y avoir quelques baisses en contrepartie de dizaines, voire de centaines de suppressions d'emplois. Mais globalement, on ne peut pas annoncer qu'on va mettre en place une nouvelle taxe et que les prix vont baisser. Ce matin, j'avais au téléphone quelqu'un qui a un magasin, un bazar dans le Grand Nouméa, et qui me disait, écoutez, je comprends pas, je viens de voir toutes les publicités là où il va y avoir moins 10%, et puis moi j'ai fait la simulation, donc j'enlève les anciennes taxes, je mets les nouvelles taxes, je prends aucune marge en plus, et tous les prix augmentent de 3 à 4%. Mais c'est ça la réalité, Elisabeth Noir, c'est ça la réalité. Et donc, on a des pleines pages de publicité qui nous annoncent sur quelques produits moins 10 à moins 15%, mais la réalité, c'est que les Calédoniens vont subir une nouvelle taxe qui est extrêmement compliquée, et les entreprises, quand elles vont être contraintes de baisser les prix, eh bien, elles vont être également contraintes de trouver des marges de manœuvre et donc de licencier. On le voit d'ailleurs déjà, ça commence à arriver, il va y avoir des licenciements qui vont arriver, et c'est pas comme ça, en tout cas, que nous, on voit la Nouvelle-Calédonie de demain. La première richesse pour les Calédoniens, c'est d'avoir un emploi. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à mettre en place un système où on a de la concurrence pour faire baisser les prix et où on permet aux Calédoniens d'avoir un emploi. Oui, mais Calédonie Ensemble dit aujourd'hui assez clairement, on était contre cet impôt, on était contre la TGC, mais comme on veut que les prix baissent, on prend un certain nombre de mesures, dont l'encadrement des prix. La semaine dernière, il y avait 2 textes qui étaient soumis au gouvernement. L'accord entre le MEDEF et l'intersyndical et le texte proposé par le gouvernement. Il se trouve qu'il semble que l'accord MEDEF-intersyndical faisait baisser les prix dans une proportion moindre que celui qu'a préparé le gouvernement. Vous et le Rassemblement, vous avez soutenu
le projet de l'intersyndicale et du MEDEF. Alors lequel fait le plus baisser les prix et pourquoi ? Est-ce que c'est pas celui du gouvernement qui va les soutenir ? Si votre objectif c'est aussi de faire baisser les prix. Évidemment, c'est évidemment l'accord, le projet qui prenait en compte l'accord intersyndical MEDEF qui faisait baisser les prix. Pourquoi ? Tout simplement parce que les entreprises dans ce cas-là auraient été responsabilisées, elles, de faire baisser les prix. Là, elles sont en opposition avec le texte du gouvernement. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Vous savez, ils contraignent les marges en pourcentage d'un certain nombre de produits. Donc ça veut dire que les opérateurs n'auront plus aucun intérêt à acheter leurs produits pas chers à l'extérieur. Donc ils vont les acheter plus chers pour que leur marge en taux corresponde à ce qu'elle avait avant. Et donc au final, pour le consommateur, ça apportera pas de baisse. Donc au final, le plus intéressant, ce qui avait le plus d'intérêt, et pour les entreprises et pour les prix, c'était de respecter l'accord qui avait été passé entre, je rappelle, tous les syndicats, ceux qui défendent l'emploi des Calédoniens, et puis ceux qui représentent le nombre majoritaire d'opérateurs en Nouvelle-Calédonie. Ça avait un intérêt parce que là, les entreprises se seraient senties responsables de faire baisser les prix. Et puis, vous savez, les vraies solutions pour faire baisser les prix, c'est l'autorité de la concurrence qui les expose le mieux. L'autorité de la concurrence qui explique tout ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi ? On a des endroits, on a des entreprises qui abusent. C'est sur celles-là qu'il faut aller taper. C'est pas sur tout le monde uniformément. Parce que à quoi on va aboutir ? On va aboutir à ce que les petits, ceux qui avaient une marge limite, ceux qui finalement faisaient marcher leur entreprise de manière avec assez peu de marge, finalement ceux-là ils vont couler. Et puis on va se retrouver avec de moins en moins de concurrence parce que ceux qui ont une assise plus large, ceux qui peuvent prendre des marges sur d'autres produits, ceux-là ils vont survivre. Et donc au final, le projet du gouvernement, il va pas faire baisser les prix sur la plus grande partie des produits, il va créer des licenciements et en plus, il va limiter la concurrence. Donc c'est vraiment une catastrophe sur le plan économique. Vous parliez tout à l'heure de la centrale de la SLN. Vous avez tenu une conférence de presse sur le sujet cette semaine. C'est nouveau chez vous, la fibre écologique ? Vous voulez une centrale qui n'utilise pas d'énergie fossile ou qui en utilise moins ? Alors d'abord, c'est pas nouveau parce que, vous savez, en 2012, j'étais membre du gouvernement en charge de l'énergie et j'ai fait passer à l'époque contre l'avis de Calédonie Ensemble une délibération qui permettait en fait tous les projets que vous voyez en énergie renouvelable, photovoltaïque, éolien, etc., qui pouvaient plus sortir parce que la réglementation ne le permettait pas. Eh bien, ça a réouvert tous ces projets-là. Et donc aujourd'hui, on a énormément de projets qui sortent de terre partout. Et cette délibération, à l'époque, elle avait été attaquée par Calédonie Ensemble. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le photovoltaïque, par exemple, il était à 23 francs du kilowattheure. Donc c'était pas du tout rentable d'un point de vue économique. C'était intéressant d'un point de vue sociétal et c'est pour ça que nous, on l'avait défendu parce qu'on a intérêt à aller dans le sens des énergies renouvelables. Mais aujourd'hui, on a des projets d'énergie solaire, par exemple, qui sont entre 5 et 10 francs du kilowattheure. Donc ça veut dire que ça devient intéressant sur le plan économique également. Et donc, ce qu'on dit, c'est sur ce projet de centrale, on peut pas tout faire en énergie renouvelable. Il faut être lucide. On n'est pas. Mais par contre, on a clairement la possibilité de faire une partie de cette centrale en énergie renouvelable, ou en tout cas d'ouvrir la possibilité de le faire. Et ce qu'on dit sur cette centrale, c'est qu'il faut ouvrir des appels à projets. On a aujourd'hui des technologies en matière de biomasse, en matière de photovoltaïque, qui permettent de stocker et qui permettent réellement. On le voit, il y a un énorme projet à Adélaïde, un projet industriel comparable à celui de la Nouvelle-Calédonie, sur lequel on a des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, on a un président de NCE, Philippe Gomez, dont je conteste également la compatibilité avec ses fonctions de député, qui nous dit « Non, mais le gaz, c'est fantastique, c'est parfait en termes de transition écologique. » C'est mieux que le fioul, c'est mieux que le charbon. Non, mais enfin, évidemment, c'est moins pire, disons. Mais enfin, il faut arrêter de mentir aux Calédoniens. Le gaz, c'est une énergie fossile. Il faut arrêter de dire qu'avec le gaz, on fait de la transition écologique. C'est faux. Donc nous, on dit il faut ouvrir cette centrale avec une part d'énergie renouvelable. Et depuis le temps qu'on attend ce projet, on sait que la SLN va au bout du bout. Elle va devoir mettre même des milliards pour entretenir la vieille centrale. Est-ce qu'on a encore du temps à perdre, entre guillemets, sur des études pour essayer de trouver un autre projet ? Est-ce qu'il ne faut pas le construire le plus vite possible quand même, non ? Alors, ce qu'on propose, ça ne remet pas du tout en cause le calendrier. Ça a été c'est un des points majeurs que nous avons exposés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a du retard qui a été pris sur ce projet-là. Il y a l'avant-projet sommaire est même pas sorti. Il doit sortir en début 2019, ce qui fait qu'on a encore le temps de lancer des appels à projets pour voir ce qu'on peut faire d'autre, sans perdre de temps et sans faire perdre de temps à cette centrale, puisque, vous le savez, on considère que cette centrale, elle contribue à la viabilité, à la survie de la SLN. Donc il faut absolument pas que ce projet soit remis en cause. Simplement, on peut encore aujourd'hui ouvrir à une part d'énergie renouvelable. Et puis, pour revenir sur cette centrale, il y a un vrai problème de transparence. Vous savez, nous, on a voté contre
le fait que ce soit les Calédoniens qui payent 3,5 francs par litre de gasoil, ce qui a été proposé par Calédonie Ensemble et voté d'ailleurs pour cette centrale. Et on continue aujourd'hui à dire mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a aucune information, aucune transparence. Ce projet est fait dans la plus totale opacité par un groupe politique uniquement, qu'est Calédonie Ensemble, puisqu'ils tiennent les rênes de tout ce projet-là. Et donc, on demande qu'il y ait de la transparence, parce que ce sont les Nouméens en particulier qui vont subir ça, les salariés de la SLN qui vont également le subir, et donc on veut qu'il y ait de la transparence sur le sujet. C'est pour ça que vous proposez une commission spéciale du Congrès qui puisse suivre le dossier. Et alors, le troisième point que vous évoquez concernant cette centrale, vous y faisiez allusion, c'est la présidence de Philippe Gomes qui, selon vous, il y a une incompatibilité en tant que député. Il vous répond ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu le communiqué qui a été publié. Communiqué au ton un peu virulent. On va le citer un peu. Il interpelle Bécassine, Tartuffe et Trissotin sur ce projet sur vos propos sur la centrale à gaz de la SLN. Et il répond point par point. Oui, alors c'est vraiment encore une fois un manque de respect qui est lié au fait que aujourd'hui, il se sent tout puissant à faire tout et n'importe quoi sur ce projet-là comme sur un certain nombre d'autres. Sur ce projet-là en particulier, c'est pas nous qui disons qu'il y a incompatibilité, c'est la loi. La loi dit qu'il y a incompatibilité entre ses fonctions de député et les fonctions de président d'une société qui recevrait des subsides publics de l'État ou des collectivités publiques. Or, c'est exactement le cas pour NCE, puisque le NCE bénéficie de la défiscalisation. NCE, c'est Nouvelle-Calédonie Énergie, qui est présidée, qui gère le projet. Qui gère le projet. Donc il y a clairement incompatibilité. Donc effectivement, suite à l'intervention de Philippe Blaise, Philippe Gomes a été obligé de demander l'avis du Conseil constitutionnel, mais je ne suis pas certaine qu'il ait donné tous les éléments au Conseil constitutionnel en matière d'information sur la manière dont financièrement ce Nouvelle-Calédonie Énergie est alimentée. Il y a un montage financier qui est fait où finalement l'argent passe par une autre société, par un établissement public, qui est l'Agence calédonienne de l'énergie, elle-même présidée par Calédonie Ensemble. Tout ça pour que l'argent n'arrive pas directement à NCE. Enfin, je pense que quand même les gens ne sont pas dupes. On est clairement dans une incompatibilité et donc Philippe Gomes le sait puisqu'il est très ennuyé sur ce dossier-là. Il doit démissionner, sauf qu'il essaye de rester le plus longtemps possible pour faire ce qu'il veut dans ce projet. Calédonie Ensemble dit aujourd'hui, donc, puisqu'ils répondent à vos accusations, que le Conseil constitutionnel est saisi et que l'affaire est en instance. Donc c'est quelque chose qui vous rassure. Il dit qu'il suivra évidemment les consignes du Conseil constitutionnel. Alors le Conseil constitutionnel a été saisi par lui. J'aimerais bien savoir c'est quelle information il a donnée au Conseil constitutionnel, puisque c'est lui qui a fait la saisie. Et ça, malheureusement et bizarrement, il ne rend pas public la saisie du Conseil constitutionnel. Moi, je lui demande aujourd'hui officiellement, Madame Noir, qu'il rende public la manière dont il a saisi le Conseil constitutionnel. On verra s'il a donné toutes les informations au Conseil constitutionnel. Et vous avez saisi l'Assemblée nationale ? Tout à fait. On a saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour demander à ce que cette incompatibilité puisse être dénoncée. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Que peut faire le bureau de l'Assemblée nationale ? C'est lui demander de démissionner ? Oui, tout à fait. Le bureau de l'Assemblée nationale peut lui demander de démissionner, considérant qu'effectivement, son poste de président d'NCE est incompatible avec ses fonctions de député. Est-ce que c'est utile ce genre de querelle à ce moment précis de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie ? Est-ce que on n'est pas un peu hors sujet ? Est-ce que on n'en revient pas à recréer des divisions ? Alors bon, d'abord, avec Calédonie Ensemble, on n'en est pas à recréer des divisions. On est en désaccord sur le projet de société globalement de la Nouvelle-Calédonie. Et on est en désaccord sur le fait qu'ils puissent faire n'importe quoi sur un sujet majeur, qui est le sujet de la survie de la SLN avec cette centrale, sans aucune visibilité pour personne. Il a pris la présidence justement pour qu'il puisse tout traiter de son côté. C'est un projet gigantesque, à 72 milliards. On va avoir, encore une fois, il y a des choix essentiels qui doivent être faits sur le choix du combustible, et on a un homme seul qui fait ses choix pour la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal, d'autant plus que là, on se retrouve dans un vrai risque de conflit d'intérêts, puisque il vote à la fois, il est président d'une compagnie qui va recevoir des financements qu'il vote lui-même au Congrès. Enfin, je ne sais pas si les Calédoniens peuvent percevoir, c'est comme si on avait un chef d'entreprise qui venait voter lui-même au Congrès pour les aides qu'il pourrait avoir de la Nouvelle-Calédonie. C'est ça qui est en train de se passer. Donc ça pose un vrai problème. On n'est pas dans une république bananière en Nouvelle-Calédonie. Donc l'État doit aussi jouer son rôle en lui demandant de ne pas faire n'importe quoi.
Je le disais en commençant cet entretien, nous sommes à 44 jours du référendum. Quelles vont être vos priorités dans les prochains jours maintenant? Est-ce que vous avez un planning de campagne, un certain nombre de rendez-vous déjà prévus? Oui, alors c'est vrai qu'on est en réunion tous les soirs. On a été cette semaine au squat de Kenwin. On fait pas mal de porte-à-porte dans les quartiers nord, dans le Grand Nouméa, pour aller expliquer aux gens les conséquences d'un vote pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Donc on fait ce qu'on appelle du terrain, on est très présent, on a des gros rendez-vous, notamment en brousse, en fin de campagne, notamment là dans les quartiers nord la semaine prochaine. On continue en fait cette campagne de terrain parce que on voit bien que les gens ont des questions et notamment des gens qui auraient été tentés à un moment donné de voter oui et qui se rendent bien compte parce que les indépendantistes n'ont pas concrètement de projet à offrir à ceux qui voteraient oui. C'est-à-dire qu'ils disent pas comment ils vont financer l'indépendance, ils disent pas ce qui va se passer le lendemain. Et donc, je crois qu'il y a quand même, chez les anciens partisans du oui, une vraie inquiétude sur ce que pourrait être une indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, vous allez continuer cette campagne sur la Bacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Vous pourrez le retrouver dans un instant en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Excellent après-midi à tous et votre prochain rendez-vous d'infos, c'est à 13h. C'était le magazine Transparence à l'instant. Sonia Baquès, l'invitée d'Elisabeth Noir. Un magazine à retrouver